Salut, j'ai ressorti le moteur pour la seconde fois. Alors, on dit jamais 203, ben, j'espère que ça sera faux pour moi. Donc là, le moteur, ben, il dort sous son bonnet de nuit. Les cylindres ont une belle couleur maintenant habituelle d'un moteur qui a fonctionné. C'est pas grave. Sinon, ben, je suis maintenant. Ça commence à m'agacer parce que je suis bloqué, parce que j'attends les guides de soupape. Et puis je suis bloqué parce que j'ai mon dos qui est bloqué. J'ai sorti le moteur vendredi dernier, on est samedi. Lundi, je suis parti en vacances et ben depuis lundi, je suis bloqué de dos. Mardi, j'ai réussi à déculasser, nettoyer, sortir tous les guides, machin, envoyer le message et depuis, ben, j'ai rien à faire quasiment. Je passe une partie du temps à me plaindre parce que j'arrive pas à me lever et l'autre partie du temps parce que j'arrive pas à m'asseoir. Donc bon, c'est la vie du papy. J'ai un peu transformé les pots d'échappement, donc maintenant ils ont des cicatrices de chaque côté. Je vous montrerai juste après dans la vidéo. Et puis voilà l'état de la voiture en ce moment, avec tous les trucs électriques sortis, hein, parce que les feux de la marche arrière ne marchait pas. Il n'y a pas de fusible pour la marche arrière et ils sont jamais indiqués. C'est ma propre connerie parce que quand j'ai modifié là dans le bordel pour les vitres, j'ai coupé un fil. Alors, ça sera un petit secret entre vous et moi, comme ça on saura qui a regardé la vidéo. La marche arrière, les feux de marche arrière, c'est sur le fusible des vitres. Et en fait, dans les notices des Viturbo, c'est bien marqué vitre plus marche arrière. Mais pour les Ghibli, il n'y a jamais la mention de la marche arrière. Le 12 volts de la marche arrière, il va directement sur le capteur qui est sur la boîte. Et ensuite, il va directement sur les feux. Et le 12 volts, ils utilisent le 12 volts qui est arrivé vers les vitres, hein, puisque les inters sont là. Donc ils ont combiné les deux. J'ai passé je sais pas, 5-6 heures à chercher. J'ai dû dévisser tous les trucs, j'ai enlevé les moquettes. J'ai décidé de fabriquer une sonde de température très précise et la brancher à la place de la sonde de température normale. Donc comme ça, à deux broches. Les sondes de température comme ça, elles se branchent toujours avec une résistance de pull-up souvent de 2,5 kg. Et en fait, ce composant, ce truc, c'est un composant électronique, il y a l'électronique dedans, mais il se comporte comme une Zener, comme une diode Zener. Une diode Zener, c'est un truc qui vous sort toujours une tension stable. Sauf que cette Zener, sa tension de sortie change en fonction de la température, d'après une formule très simple, 10 mV par Kelvin. Donc à 2,73 volts, vous êtes à 0 Celsius, et puis après ça monte, Kelvin, Celsius, c'est pareil. Donc on peut la brancher exactement à la place d'une sonde normale. Elle est spécifiée précise à 0,5 degrés dans cette plage. Et je vais la monter dans... Donc ça c'est une sonde tempée que j'avais qui était cassée. Ben, je l'ai percée, enfin avec du plastique dedans. Je vais couler de l'époxy et je vais mettre ce truc dedans. Donc le composant en fait il se présente comme ça. Je vais essayer de faire un zoom. Voilà, c'est juste un truc à trois pattes, comme un transistor. Et c'est spécifié dans l'aspect datasheet hein, qu'il faut utiliser comme ça. Il faut couler de l'époxy autour. Voilà, c'est fait pour. J'ai oublié de préciser que ça ne marchera pas avec un boîtier de gestion de moteur d'origine, parce que ben, il s'attend à autre chose. Donc parce qu'il faut reprogrammer en fait l'acquisition. Donc avec un boîtier programmable comme ce que j'ai Max-EQ, c'est aucun problème. J'ai enfin trouvé tous les joints toriques qu'il fallait pour monter monter le boîtier du thermostat. Alors normalement, donc là on a des joints toriques, mais tout le monde monte ces trucs avec 1 kg de patacon, mais souvent sans joint ou avec, mais bon, elle sert à rien parce qu'il y a de la pâte. Le problème qu'il y a, c'est que le thermostat, lui, quand il est placé dans le boîtier, en fait, la tôle est plus fine que le logement. Ce qui fait qu'une fois qu'il est en place, il se balade un peu.
Et donc ça isole pas très bien le... En fait, il y a de l'eau qui passe sur les côtés. Si on met un joint torique de 67 extérieur sur 1, en fait, on arrive à monter tout ça sans que le thermostat se balade. Là, le joint est en place, là. Et ensuite, ben, il suffit de monter comme ça. On maintient en place avec le doigt et puis on monte le reste du boîtier. Donc j'ai mis un joint EPDM, pas un NBR. On en trouve sur O-Ring. C'est eux là. Je crois que j'ai trouvé un moyen de diminuer le bruit des pots d'échappement sans trop les modifier. En fait, j'ai découpé comme ça une saignée là. Puis je vais insérer cette cloison parce que en fait à l'intérieur du pot, on va dire en gros, j'ai le tube qui arrive par là, donc le tube qui vient du moteur, et ensuite c'est diffusé de partout. Donc en mettant cette cloison, je cloisonne totalement l'entrée, presque totalement, l'entrée du pot d'échappement. Et en faisant passer, donc là, le nombre de trous est largement plus élevé. Enfin, ça donne une section qui est beaucoup plus grande que le tube de 60 que j'ai en entrée. J'ai calculé 2 fois plus. Mais ça devrait casser le bruit. Bah, j'espère, on verra bien. Et une fois inséré, ça fait ça. Donc ça ne sera pas soudé à l'intérieur contre la cloison, parce qu'il y a une cloison là qui passe. J'espère que ça va pas finir par pourrir et vibrer parce qu'en général quand on soude pas dans un pot, ça finit par s'effriter en fait à la frontière, au contact entre les pièces parce qu'elles vibrent les unes contre les autres et bon non seulement ça fait du bruit mais en plus après ça finit par faire un gros trou. Et là j'espère que on verra de toute façon, soit je refais les pots complètement autrement, soit j'essaie d'améliorer. Donc j'essaie d'améliorer d'abord. Je suis en train de déculasser de nouveau. Là, il y a une partie des trucs. Et ça, c'est le tendeur. Voilà, c'est très très légèrement usé après 900 km. Donc, a priori, ça devrait tenir pas mal de kilomètres, je pense. Là, on voit l'usure des poussoirs. Donc, ils sont tous usés de la même manière. Et la profondeur de ces stries, elle est totalement imperceptible, hein. C'est normal, il y a toujours un pattern comme ça. Donc pour moi, la qualité des poussoirs est bonne. Bon, voilà, j'ai démonté les 2 culasses et pour tester l'étanchéité des conduits, soupape en place, j'avais fabriqué ce truc. Bon, en gros, je visse ça. Après, il y a un tuyau, il y a un branchement comme pour les clims, parce que je veux pouvoir aussi tirer du vide. Et franchement, c'est étanche. Voilà, là, j'ai mis 3 barres. Là. Là, ça fait 2 barres. Ça descend pas vite, hein, en sachant que il y a les guides de soupape qui sont pas complètement étanches. Maintenant, le même branchement, mais en tirant le vide, c'est pour recharger les clims. Voilà, c'est étanche, hein. Pas complètement évidemment, mais alors il y a un ou deux cylindres qui fuient un peu plus vite, mais c'est quand même, c'est pas rapide, hein, ça tombe pas vite. Voilà, donc j'ai mesuré et en pression et en dépression sur les 6 cylindres. Je l'avais déjà fait, moteur en place, hein, évidemment, c'est pour ça que j'avais fabriqué ce truc. C'était pas la peine de déculasser pour faire cette mesure, mais je voyais rien d'extraordinaire, donc j'ai refait là juste les mesures pour m'assurer.
bah, je vais démonter, sortir toutes les soupapes parce que je sais pas ce qui merde. Mais par contre, le moteur ne fume pas à froid. C'est uniquement quand il est vraiment chaud. Alors, comme c'est des guides un peu merdiques en laiton et pas en colzibro, ça se trouve, ça se dilate, enfin le laiton, en fait, il se dilate moins que l'alu, mais plus que l'acier. Peut-être que ça rajoute du jeu et en plus l'huile devient beaucoup plus fluide à chaud. Et c'est peut-être là que ça commence à fuir trop. Mais c'est un peu bizarre quand même, parce que j'ai quand même moins de jeux que sur des guides d'origine, enfin les jeux que j'observe en général quand je démonte les culasses biturbo. Bon, mystère. Je viens de sortir les guides. Là, c'est une culasse. Alors, pour sortir les guides, il faut chauffer la culasse. Vaut mieux chauffer la culasse. Bon, les mecs dans les ateliers, ils s'emmerdent pas. C'est pour ça que ça sort toujours. Ça rafle complètement les logements. Donc, moi, j'ai un super four à culasse avec donc un décapeur et bon, un carton quoi. Et là, comme j'ai de l'époxy, je peux pas. J'ai fait monter à 80, ça suffit déjà. Mais en général, je fais monter plus haut, plutôt 150 degrés. Surtout pour les installer. Bon, maintenant, je ne vais pas pouvoir le faire. Et quand vous installez les guides, il faut les huiler. En fait, il faut huiler le logement. Et là, les guides, comme on les met au congélo, bah, ils vont être de toute façon recouverts d'une pellicule de glace. Ça, c'est mon outil pour chasser. Donc, je les chasse dans le sens contraire dans lequel on les met, parce que de toute façon, il y a un stop là. Vous voyez, on ne peut pas le chasser dans un deux sens. Oui, ils sont sortis pas mal, hein, les guides, ils sont pas abîmés. Ça, le stop là, c'est une espèce de goupille qu'on met dessus sur le guide, mais moi quand je fais faire les guides, je fais faire avec le stop directement. Comme ça, j'ai pas le truc à faire parce que c'est super chiant à installer. Et pour les chasser, ben, je tape comme une burne sur ce truc. Mais quand je l'installe, en fait, pour chasser, je mets un truc comme ça et je mets ça là. Et comme ça, si j'ai le marteau qui dérape, ben, au moins j'abîme pas la culasse. Et ça là, la tête là, il faut que je puisse rentrer dedans. Parce que sinon, bah, au dernier coup, en fait, le truc il part dedans et il va abîmer le siège s'il rentre pas dans le trou. Et pour enlever les joints de queue de soupape, on vous vend ce truc merdique chinois. Bon, déjà, il est jamais droit. Ça ne vaut rien parce que l'acier est très mou. Parce que pour enlever un joint, il faut vraiment serrer à mort. Ça veut pas partir. Donc moi, j'ai fini par acheter une pince plate comme ça, normale, et puis je mets en acier en vrai, quoi, un truc de marque. Et ça vaut, je sais pas, 30 euros, une pince comme ça. Et puis j'ai usiné un peu voilà, pour arriver à pincer le joint, parce que sinon, si vous achetez une vraie pince comme ça, Facom, genre, bah, ça vaut dans les 80-100 euros. Une fois que j'ai enlevé les guides, je nettoie les logements pour enlever un peu la calamine et puis si jamais c'est un petit peu abîmé. Et donc j'utilise un alésoir comme ça. C'est un alésoir réglable, donc la vis là, elle écarte un petit peu les lames. Pour mesurer le diamètre là-dedans, j'utilise un micromètre de l'intérieur. Donc c'est le même, c'est un peu comme l'autre là, qui est pour le 7, entre 6 et 8. Et celui-là, ben, il fait voilà, de 10 à 13. Parce que c'est du 13 là. Et donc voilà, donc je mesure sur cette culasse. Une fois nettoyés, tous les logements sont en 13,00. Et sur l'autre culasse, ils sont tous en 13,002. Un détail au sujet des micromètres de l'intérieur. Vous voyez, les miens, c'est des micromètres à 3 touches. Alors, il existe des micromètres à 2 touches. Ils sont beaucoup moins chers, mais ils sont beaucoup moins précis aussi.
vous n'arrivez pas à centrer le truc dans le trou, alors que ceux-là, ils s'auto-centrent tout seuls. Évidemment, si le trou est ovalisé, vous ne le verrez pas et il faudra un truc à 2 touches. Mais en général, le problème, c'est plutôt que ben, c'est le diamètre qui est pas bon. Donc ça, vous voyez, ça c'était le guide qu'il y avait. Donc ça, c'est des guides Fiat de merde. Vous voyez, ils sont épais au bout, donc il obstrue pas mal le passage. Et puis, ça s'use quand même assez vite parce qu'il y a beaucoup d'acier dedans. Donc ça, c'était les guides Cosworth que j'ai installés. Donc moi, je vais faire maintenant des guides qui ressemblent à ça, mais qui sont dans ce matériau-là. Et je vais aussi changer les joints de queue de soupape. Donc normalement on installe cela. Ça, ce sont les guides Alfiat des années 90. Et moi je les ai jamais aimés parce que le trou qu'il y a, donc c'est un joint SPI en fait, hein. Le trou qui est dedans, il est assez gros, donc en fait ça sert pas énormément la queue de la soupape. Et ça, j'en ai trouvé des équivalents donc qui se montent, ils sont interchangeables, mais ça, ceux-là, ils viennent des BM, enfin, j'imagine, parce que c'est moi qui écris. Donc c'est pareil en 7 mm, les mêmes années. Et ces guides-là, ces joints-là sont mieux conçus, ils sont beaucoup plus rigides. Et puis le trou qu'il y a dedans, là, il est beaucoup plus petit que là. Enfin, à mon avis, ça doit faire du 6,5, du 7. Ce qui fait que ça sert plus. Parce que moi, je ne sais toujours pas pourquoi le moteur fume. Et je commence à penser que c'est une combinaison des problèmes. Donc, les joints de queue de soupape déjà ne servent pas assez. Plus ces guides, j'ai constaté qu'ils se dilatent beaucoup quand ils sont chauds. Tout à l'heure, quand je les ai mesurés, quand je les ai enlevés. Alors que ça se dilate certainement moins. Et je me demande si à chaud, en fait, on n'a pas la combinaison. Donc, ça se dilate trop. Le guide est très court. Il est vraiment court. Plus le joint qui est pas terrible. Donc je vais mettre des bons joints et je vais modifier le truc enfin je vais faire avec ça et puis je vais modifier un petit peu pour pouvoir monter ces joints. Et ces guides là ils se rétrécissent là au bout et donc ça obstrue moins le port d'admission moins que cela. J'ai reçu mes nouveaux guides d'admission. Donc ça c'est les anciens là que j'ai enlevés et ça c'est le Colzibro que je commande habituellement en Grande-Bretagne. Ça m'a coûté une couille parce que la livre sterling est super chère, elle est 20% plus chère que l'euro. Voilà, donc je vais avoir le week-end de plus, il y a le lundi de la Pentecôte. Donc j'espère avoir le temps de tout assembler. Les logements pour les guides dans les culasses, dans une font 13,00 et dans l'autre font 13,02. J'ai observé depuis quelque temps que si les guides font 3 centièmes de plus que le logement, alors ils sont faciles à installer, mais ils tiennent bien, ils sont faciles à enlever. Les guides que j'ai reçus font 13,04. Donc pour une des culasses, j'enlève 1 centième des guides, je les installe dans une perceuse à colonnes, je fais tourner et puis je passe d'abord du papier de verre 240 et ensuite du 800. Ça va très vite avec 240, je pense qu'en 30 secondes j'enlève 1 centième. Installation des guides, donc chauffage de la culasse au four jusqu'à 80, les guides au congélo depuis hier, l'outil pour l'installation et la masse. Là j'ai installé les guides, ils sont là. Maintenant il faut faire les sièges, mais pour ça il faut être sûr que le guide a le bon jeu et droit. En fait, si on prend une soupape là, voilà, elle doit tomber comme ça. Là, je le fais à sec. Il n'y a pas d'huile hein, sur la queue de soupape. Et le jeu à l'admission, il est vraiment très faible. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, ça bouge un peu. Pourtant, le guide est très court. Mais malgré la robustesse de ces guides en Colzibro, il y en a certains quand même qui vont shrinker un peu, qui vont se déformer à l'installation. Donc, par exemple, dans celui-là, là, si je le... Vous voyez, la soupape, elle tombe pas. Elle résiste. Bon, j'arrive à la rentrer, mais elle résiste. Donc là, je pense que... En fait, c'est pas que le jeu n'est pas bon, c'est que le conduit n'est pas droit.
Dans celui-là, en fait, ça rentre bien, mais à la fin, je sens une résistance juste à la sortie du guide. Et donc, pour rectifier, j'utilise, en fait, j'ai plein d'alésoirs. Et là, je passe à un 701, alors que le guide a été alésé en 702. Parce que quand on fait à la main, en fait, c'est pas précis. Donc, si on met un 702, en fait, il va se coincer dedans. Et c'est ça le drame des guides, enfin des queues de soupape fines, c'est que les alésoirs sont très fragiles. Et en fait, les alésoirs, enfin, ils sont très flexibles et ils vont suivre le chemin dans le guide. Donc en fait, on n'arrive pas bien à faire un guide droit s'il a été vraiment déformé. Il n'y a qu'à la machine qu'on arrive à le faire correctement. Donc on n'arrive pas à rattraper. Et à la rigueur, si on veut vraiment rattraper le jeu dans un guide, il faut plutôt utiliser ce truc-là. Ça, c'est donc un flex hone. C'est abrasif, là. Et là, ça va usiner de manière uniforme. Évidemment, le conduit va rester pas droit, mais il y a des chances quand même qu'il soit un petit peu rectifié. Par contre, avec ça, en fait, il va se coincer dedans et vous allez juste casser le guide, l'alésoir dans le guide. Et vous voyez, je le fais vraiment à la main. Je tourne doucement avec ça. J'utilise pas une perceuse. Parce que s'il faut rectifier, en fait, quand vous rentrez avec ce truc, la lésoir va chauffer et il se coince dans le guide. Et après, c'est foutu, en fait. Vous n'arriverez plus à l'enlever. Enfin, c'est comme s'il se soudait au guide. Il y a plein de vidéos sur YouTube où les mecs ils rectifient les guides avec des alésoirs et avec une perceuse, tout ça, ils y vont à fond et machin. Mais en fait, c'est souvent sur des vieux moteurs. Ce ne sont pas des queues de soupape à 7, c'est du 8 voire du 9. Et là, les alésoirs sont vachement plus costauds. Mais 7 et 6, 6 c'est encore pire évidemment. Donc en fait, c'est même pas la peine. Par contre, ça se fait à la perceuse. Et ça va très très vite, hein. Il y avait une belle couche de calamine sur les soupapes d'admission. Pour enlever la calamine, je fixe les soupapes dans la perceuse à colonne, je fais tourner, puis j'utilise la laine d'acier, tout simplement à la main. Et comme la surface des soupapes est traitée, il n'y a aucune chance que la laine d'acier les abîme. Et ce qui est rigolo, c'est que les soupapes d'échappement sont nickel, vraiment, hein. Il y a pas du tout de calamine dessus. Pour rectifier les sièges de soupape, j'utilise des outils comme ça, de la marque New Way, c'est américain. Je trouve que c'est la meilleure, il y a d'autres marques de ce type. Ça s'utilise comme ça, en fait, vous installez un guide, puis on tourne, ça va très vite. Je fais 3 cuts, 15, 45 et 60, il me semble, à l'admission. Le 15, je le fais surtout pour enlever, pour être sûr que ces trucs-là ne gênent pas, parce que là, il n'y a pas besoin de les enlever, ils sont assez loin, parce que j'ai passé le 15 et donc ça n'a pas touché. Et le 60, j'en fais très peu parce que les sièges dans les 24 soupapes Maserati, ils sont bombés, en fait, ils sont pas droits. C'est pour créer un Venturi, c'était utilisé sur certaines Formule 1, il me semble. Et à l'échappement, il me semble que je fais pas le 15. Et je fais du 75, donc 45-75. Après avoir rectifié les sièges avec ces outils, je rôde les soupapes avec de la pâte fine uniquement et avec une ventouse. Donc je fais tourner dans les deux sens la soupape, puis je soulève, je recommence tout ça. Et ensuite, pour vérifier l'étanchéité, bah, du coup j'utilise mon système là. J'allume. Là, vous voyez, ça descend. Et après, ça remonte. Et là, il n'y a pas les ressorts. Là, j'ai installé les ressorts et je vais encore faire un test de tirage à vide. Et surtout, quand on éteint, ça tombe pas vite. Il faut prendre en compte que le volume dans lequel je tire le vide est tout petit. Donc que ça descende comme ça veut dire que c'est vraiment étanche.
un truc qui pourrait confirmer l'hypothèse des joints de queue de soupape qui n'étaient pas étanches. Ce sont ces traces rondes là que j'ai découvert sur la plupart des poussoirs d'admission autour des pastilles. Donc les pastilles s'appuient ici. Et en fait, autour, il y avait cette couche un peu d'huile cramée. Alors, j'imagine que le joint n'étant pas étanche, il laissait passer les vapeurs d'huile chaude qui atteignaient en fait ici le poussoir, qui était forcément plus frais, et ça se déposait donc autour de la pastille. J'ai fait cette pièce pour pouvoir tourner le vilebrequin dans les deux sens sans avoir à serrer la vis principale qui tient la poulie. Le bidule est comme ça. De nouveau rangé à sa place. J'ai redémarré le moteur et la courroie a sauté. Elle s'est décalée de plusieurs dents. Aucune soupape n'est abîmée. Waouh! Saurais-tu trouver la différence? 38-31, 38-31, 38-31, 38-31, 38-38, 38-38. Voilà, j'ai confondu les paliers centraux des deux culasses. Et sur la culasse droite, il y a un palier qui sert trop le vilebrequin, l'Arbacam. J'avais senti que ça résistait quand j'avais assemblé le moteur, j'avais assemblé la culasse. J'avais vérifié 3 fois les numéros, je me disais mais j'ai peut-être confondu. Et comme il y avait qu'un chiffre qui différait, en fait j'avais loupé la différence. Il n'y a que ce palier qui est abîmé, c'est celui qui serrait l'Arbacam sur la culasse droite. Mais ça va, je vais le rattraper, je vais le poncer. Le moteur a tourné quand même hier pendant 20 minutes. Hein. Et aujourd'hui, ce midi, j'ai démarré et il a tourné genre 15 secondes et il y a eu un gros crack et il a commencé à tourner comme une merde. Bon, j'ai arrêté et voilà. J'ai eu beaucoup de chance. Merci papa, merci maman, merci tous les, je sais pas, toutes les divinités qui m'ont sauvé les soupapes. Bon, j'ai redémarré, ça tourne bien. Sauf que petit problème, au bout d'un quart d'heure, voilà, ça fume l'huile maintenant. Et maintenant, je pense que c'est le turbo en fait qui fuit. Ils ont été refaits tous les deux turbos. Et il y en a un qui pisse un petit peu l'huile, j'ai l'impression. Mais je pense que ça fuit dedans. Je vais quand même tout assembler et rouler un peu pour voir si ça part ou si ça s'empire. Mais là, franchement, avec les guides, avec les jeux et tout ça que j'ai, ça commence à me faire chier d'abord. Et ensuite, ça commence à vraiment ressembler au turbo qui fuit. Au moins un, voire les deux.